Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette visioconférence. Donc, je suis Mathilde Gilali, je suis chargée d'études prospectives à l'association Négawatt. Et je vais juste vous faire une courte introduction sur cette visioconférence avant de laisser la parole à nos intervenants. Donc, du coup, cette visioconférence s'inscrit dans le cadre de la campagne de financement participatif que nous avons lancée en début d'année. Donc, campagne qui a été un vrai succès pour nous, puisque nous avons réussi à collecter un peu plus de 51 000 euros sur les 35 000 euros que nous cherchions à collecter. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous de vous redire à nouveau merci pour vos contributions. On peut peut-être passer à la slide suivante. Donc, aussi quelques mots sur... c'est possible? Oui, ça ne marche pas. Alors, ouais, voilà, merci. Donc, juste quelques mots sur l'avancement de ce projet, donc campagne de financement participatif sur le projet de scénario européen qu'a l'association Négawatt. Donc, nous avons terminé cet été notre première phase sur ce projet qui était une phase d'étude de préfiguration. Et donc, depuis cet été, nous avons vraiment entamé une phase plus opérationnelle avec le lancement de dialogues techniques avec des groupes de travail spécifiques, sectoriels, et puis des groupes de travail transversaux avec l'ensemble de nos partenaires. Donc, dialogue technique sur des questions méthodologiques et puis dialogue technique également sur les outils que nous avons également commencé à développer. Avec très récemment aussi 2 jours de rencontres, donc fin octobre, avec nos partenaires pour entamer donc ce dialogue. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une visioconférence sur la sobriété énergétique, donc sujet majeur pour l'association Négawatt. Et donc avec nos 2 intervenants, Stéphane Bally et Barbara Nicoloso. Donc Stéphane Bally est membre de la compagnie des Négawatt. Il est également administrateur de l'association Virage Énergie et co-auteur pour Virage Énergie de scénarios régionaux. Et Barbara Nicoloso est chargée de mission politique publique de sobriété énergétique chez Virage Énergie. Et donc, avant de leur laisser la parole, je vais juste vous donner quelques informations techniques sur cette visioconférence. Donc, d'abord, peut-être comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas prévu qu'il y ait d'intervention orale de la part des participants pour des questions pratiques. En revanche, nous avons un outil Q&R, donc un outil de questions-réponses que vous pouvez trouver sur le bandeau qui doit s'afficher en bas de votre écran. S'il ne s'affiche pas, il faut juste faire passer votre souris dessus. Donc, si vous cliquez sur Q&R, une fenêtre va s'ouvrir, et dans cette fenêtre, vous pouvez nous faire part de vos remarques au fil de la présentation et surtout, si vous en avez, nous faire part de vos questions auxquelles les intervenants vont essayer de répondre soit à l'écrit, soit à l'oral en fonction des demandes. Je précise aussi que nous avons aussi différentes sections dans la présentation, et peut-être éventuellement on prendra une série de remarques à ce moment-là, où si c'est pertinent, on répondra, enfin, les intervenants répondront au fur et à mesure. Dernière information, cette visioconférence est enregistrée et nous vous donnerons accès dans les semaines qui viennent à la fois au support de présentation ainsi qu'à l'enregistrement de cette visioconférence. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne visioconférence. Je laisse la parole à nos intervenants, Stéphane et Barbara, si ça vous va. Très bien, merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. En préambule, je vais présenter brièvement l'association Négawatt. Donc, l'association a été créée en 2001 par des experts, des praticiens de l'énergie, avec son élément, sa mission principale, en tout cas la plus connue aujourd'hui, qui est la construction de scénarios de transition énergétique au niveau national, avec un premier scénario qui a été produit en 2003. Il y a eu une mise à jour. Puis en 2011, le scénario qui a fait connaître l'association au-delà de cercles très
militants ou d'experts, puisqu'on était juste après la catastrophe de Fukushima et l'absence de plan B institutionnel. Un scénario qui a été mis à jour en 2017 et actuellement un travail de scénarisation de transition énergétique au niveau européen co-construit avec un certain nombre de partenaires. C'est aussi tout un travail de réflexion, de stratégie, de politique, du plaidoyer, le plaidoyer étant un lobbying désintéressé auprès d'acteurs, auprès de politiques, mais c'est aussi tout le travail mené notamment, je pense, avec les distributeurs les réseaux énergétiques. Et puis, les scénarios, ce sont, et on y reviendra, des mesures, des plans d'action. Et donc, c'est évidemment le plaidoyer de ces mesures et des propositions au gré de l'actualité et des travaux parlementaires. Notamment, on a eu la loi de transition énergétique en 2015 ou le débat actuel sur l'énergie. C'est l'association, globalement, le cœur du réacteur, c'est une vingtaine de personnes, avec une grosse vingtaine d'ambassadeurs, c'est-à-dire de personnes qui peuvent présenter le scénario. Et donc, si jamais au sein d'une collectivité, d'une association, d'une entreprise, vous avez en fait un besoin de présentation du scénario, eh bien, je vous invite à vous tourner vers l'association et il y aura quelqu'un qui pourra venir présenter les travaux. Et globalement, aujourd'hui, c'est plus de 1200 membres qui soutiennent de façon par une adhésion. C'est une association et par des campagnes aussi de crowdfunding comme vous avez pu y participer et je vous en remercie. Il y a maintenant une dizaine d'années, c'est la création de l'Institut Négawatt qui, dans un premier temps, a fort œuvré sur de la formation et qui aujourd'hui porte le dispositif de rénovation énergétique globale et performante de la maison individuelle, qui est le dispositif Doremi, avec tout dernièrement une montée un changement d'échelle important, puisqu'il y a eu un programme C2E qui permet de financer et de changer d'échelle le dispositif. C'est la filiale et l'outil opérationnel de l'association. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Barbara Nicoloso, je suis chargée de mission politique publique de sobriété énergétique au sein de l'association Virage Énergie. Donc, l'association Virage Énergie, c'est une association qui existe depuis 2006, qui est basée à Lille, dans les Hauts-de-France, et qui réalise des scénarios de prospective énergétique et sociétale. Donc, on en a réalisé 4 à l'heure actuelle. Plusieurs scénarios qui exploraient le champ des possibles en termes de transition énergétique à l'échelle régionale du Nord-Pas-de-Calais et puis maintenant des Hauts-de-France, en mettant vraiment l'accent sur l'identification des leviers de sobriété énergétique qui pourraient permettre d'atteindre le facteur 4 à l'horizon 2050. On est également une association qui accompagne les territoires dans l'élaboration de leur stratégie de sobriété énergétique, notamment dans le cadre de l'élaboration de leur plan climat air énergie territorial. Tout comme Négawatt, on a également une activité de rapport, d'études, de réalisation de guides pratiques, d'éléments d'argumentaire en lien avec les questions de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. On a également tout un pan de notre activité qui consiste à animer des débats, des ateliers de prospective, à inviter les gens à réfléchir et à se projeter dans un futur où on serait amené à consommer moins d'énergie et à couvrir nos besoins énergétiques par les énergies renouvelables. Et on élabore également des outils pédagogiques, des supports de formation, à la fois à destination du grand public, mais surtout des élus et des techniciens des territoires, qu'on estime être un public très important à sensibiliser aux enjeux de la transition. Alors, le contexte. Dans le cadre de ce webinaire, on a pris parti d'avoir une entrée finalement qui soit un peu institutionnelle et avec 2 éléments. Le premier sur le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec l'article 176 de cette loi qui, avec la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie,
eh bien, font des scénarios sur les besoins énergétiques associés aux consommations d'énergie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce qui est inscrit dans la loi sur la maîtrise de la demande en énergie, l'acronyme le MDE, c'est de favoriser l'efficacité et la sobriété énergétique. On voit bien qu'en fait, même nos parlementaires, le législateur, a donné finalement un pilier à la sobriété énergétique comme levier pour la réduction, pour la maîtrise de la demande de consommation énergétique. Le deuxième élément à porter à connaissance, c'est l'ADEME, dans une récente note de position qui était suite à une consultation de la Commission européenne sur les stratégies de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Donc là, j'ai remis un paragraphe assez conséquent, mais ce qui est important à retenir, c'est finalement les termes qui sont en gras, les éléments gras, c'est des différents scénarios qui étaient mis en consultation. Eh bien, la réponse de l'ADEME, c'était seul le scénario ayant un recours accru à l'efficacité énergétique et au changement de comportement, c'est-à-dire la sobriété, semble la trajectoire, ou est la trajectoire permettant de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un élément extrêmement intéressant qui est inscrit dans la loi de transition énergétique, à 2050, la réduction de moitié des consommations énergétiques, et que là, on a l'ADEME, l'institution en matière de protection de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, qui, de nouveau, en fait, souligne la complémentarité entre l'efficacité et la sobriété, et qui même appuie que ce scénario combinant sobriété et efficacité est finalement la trajectoire la plus robuste, car ne reposant pas sur des paris technologiques. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant d'avoir cet élément d'éclairage en termes de contexte. Alors, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter en fait la sobriété, de quoi on parle, à la fois d'un point de vue négawatt et puis du point de vue de Virage Énergie. Alors, le triptyque négawatt qui est à la fois à partir dans le bon sens, l'énergie, à quoi ça sert, toujours à répondre aux besoins, c'est-à-dire d'avoir une approche par la demande et non une approche par l'offre. Et donc avec ces trois leviers, c'est aujourd'hui assez connus, qui sont de sobriété, d'efficacité et de renouvelable. Sobriété et efficacité combinées concourant à la maîtrise de la demande en énergie, et les énergies renouvelables venant se substituer aux énergies aujourd'hui de stock, les énergies non renouvelables pour la part de la demande restante. La sobriété, c'est quoi? C'est prioriser les besoins énergétiques essentiels, c'est modérer sa consommation ou ses besoins. Par exemple, rouler moins vite sur l'autoroute, ne pas éclairer les enseignes de magasins toute la nuit. On voit ces mesures qui sont de comportements individuels, mais aussi de choix collectifs qui vont permettre en fait de réduire sans ou avec un investissement extrêmement modéré nos consommations énergétiques. On a, et c'était dans l'actualité la semaine dernière, le gouvernement hollandais qui prend la mesure de réduire à 100 km/h la vitesse maximale sur le réseau autoroutier. Voilà de mesures, d'illustration de mesures de sobriété énergétique. Alors, ce que propose Négawatt, c'est un nouveau regard sur nos besoins énergétiques avec finalement une pyramide de Maslow sur une lecture de nos usages énergétiques. Alors évidemment, c'est pas normatif,
mais c'est bien s'interroger sur ces usages. Besoin d'échelle de valeur, évidemment, à définir. C'est un choix collectif dans la hiérarchisation, sinon, en fait, on rentre dans une dictature. C'est donc tout un débat social, mais on voit, en fait, des usages, du premier usage qui va être vital, et l'usage énergétique vital, c'est l'alimentation, jusqu'à de l'essentiel, indispensable, utile. Donc, on est sur du nécessaire. Et puis, petit à petit, on passe sur du superflu, de l'accessoire jusqu'au nuisible. On pourrait prendre, pour exemple, le tourisme spatial. Et parallèlement, finalement, à cette pyramide de lecture des usages, eh bien, c'est d'avoir des outils de régulation qui sont des outils qui sont déjà utilisés, hein, qui vont de l'obligation à l'interdiction en passant par l'incitation à la dissuasion. L'interdiction, on peut, si on reprend la vitesse sur le réseau routier, hein, donc on a une interdiction, des outils fiscaux d'incitation et de dissuasion. Jusqu'à peu, la moindre taxation du diesel par rapport à l'essence était une incitation. On a eu des incitations aussi dans les années notamment 80-90 avec le programme Vivrelec pour développer l'usage de l'électricité à des fins de chauffage dans le logement. Donc on était sur de l'incitation. Parallèlement, la dissuasion, bien la contribution climat-énergie, on est sur une forme de dissuasion avec un signal à la fois de long terme et puis une montée progressive. En termes d'interdiction, on peut citer hein, l'interdiction de commercialisation des ampoules à filaments. C'est une directive européenne sur l'efficacité énergétique. L'obligation, un exemple, c'est notamment dans le bâtiment, l'obligation de résultats et non plus par l'ART dite 2012 par rapport à auparavant l'obligation juste de moyens. Donc on voit finalement ces outils de régulation qui sont utilisés à la fois évidemment dans secteur de l'énergie, hein, ou sur la maîtrise de la demande en énergie, ou l'orientation vers certains vecteurs plutôt que d'autres, mais évidemment dans nombre d'autres politiques. Alors, on parle de sobriété énergétique, c'est aussi intéressant de voir, de se projeter, avant de se projeter, de quelle situation énergétique actuelle. Et cette photo, alors qui n'est pas prise en France ni en Europe, elle est assez éloquente et c'est la sobriété énergétique où aujourd'hui on pourrait parler plutôt employer le terme d'ébriété énergétique. Alors, Négawatt définit hein, la sobriété sous trois formes. La première, qui est la sobriété dimensionnelle, qui est la juste taille, le juste dimensionnement, avec l'exemple de cette illustration hein, de deux véhicules électriques, une photo qui a été prise à Grenoble il y a maintenant quelques années. On voit bien que la question n'est pas tant l'électromobilité, de finalement quelle électromobilité quand de surcroît la moitié des déplacements en milieu urbain en voiture font moins de 3 km. C'est l'exemple des surfaces chauffées hein, où on a aujourd'hui plusieurs effets leviers où à la fois les logements sont plus grands, par des phénomènes de décohabitation, on a moins de personnes par foyer et les températures de confort sont en hausse. Et donc, finalement, si on prend ces trois leviers, eh bien, les consommations énergétiques liées au chauffage
de logements par habitant, malgré l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment, la rénovation ou des constructions neuves qui sont plus performantes, eh bien, la consommation énergétique liée aux besoins de chauffage dans les bâtiments baisse finalement assez peu. C'est évidemment toute la question du poids des véhicules et toujours s'adapter aux usages, répondre aux besoins. La deuxième dimension, c'est la sobriété d'usage, le niveau, la durée d'utilisation, d'exploitation. On peut prendre, pour rester sur le champ de la mobilité, la réduction de la vitesse sur autoroute. On peut prendre la lutte contre l'obsolescence programmée. Sur un exemple sur l'éclairage public, par optimisation de la durée d'éclairage, en ayant une programmation qui soit ajustée au quotidien en fonction de l'heure du coucher et de l'heure du lever du soleil, on peut réaliser déjà une dizaine de pourcents d'économie d'énergie. Voilà, vraiment la sobriété dans l'usage. Et puis, la troisième forme de sobriété, qui là est plus systémique, qui est la sobriété plutôt coopérative, sur laquelle évidemment on va retrouver toutes les questions d'aménagement et d'organisation du territoire, et les questions ou les leviers de mutualisation. Alors, à une échelle individuelle, c'est évidemment tout l'habitat collectif, les espaces partagés, ce que font par exemple les Suisses, qui, dans l'habitat collectif, alors qui initialement était pour des raisons sanitaires, de façon à éviter l'humidité dans les logements, mais en Suisse, dans les logements collectifs, eh bien, en fait, il y a interdiction d'avoir une machine à laver dans son logement. C'est un système de buanderie collective partagée. Voilà. On a par exemple, à Lille, des opérations aujourd'hui d'habitat partagé, où c'est la chambre d'amis ou la chambre d'appoint, c'est une pièce commune qui soit évidemment bien plus importante que son salon séjour du quotidien. Donc ça permet à la fois de répondre à des besoins qui soient ponctuels, sans avoir en fait des surfaces qui soient inoccupées ou à minima sous-occupées. C'est évidemment toute la question autour du covoiturage. Aujourd'hui, on a en moyenne 1,6 passagers par voiture, qui est une valeur moyenne sur l'ensemble des déplacements. Et sur les trajets domicile-travail, on est à 1,1 dans des véhicules dotés de 5 places. Et donc, le potentiel du covoiturage est absolument énorme en termes de changement de mobilité. Et puis, évidemment, c'est toutes les dimensions d'aménagement du territoire, entre un aménagement finalement qui soit étalé, donc qui est avec des densités qui font que des transports en commun ne seront jamais pertinents, et donc qui amènent finalement à des longues distances qui soient carbonées. Donc l'aménagement du territoire est une forme de sobriété coopérative. Donc, à Virage Énergie, on partage tout à fait cette vision de la sobriété avec Négawatt. Voilà, cette démarche de réduction des consommations d'énergie par des changements de comportement individuels et collectifs. Et nous, à Virage Énergie, on s'intéresse particulièrement à la dimension collective. On a essayé par le petit schéma là, que vous voyez à l'écran de représenter quels pourraient être en fait les 6 grands axes stratégiques de la sobriété énergétique. Partant du constat que la sobriété en fait, nous invite aussi à changer de paradigme et à vraiment penser en transversalité. Donc un premier axe qui consiste à opposer la surabondance à la suffisance matérielle, donc en invitant à avoir une réduction des taux de possession matérielle, à être davantage sur des processus de réparation, d'échange, de dons des biens matériaux. Également réduire la place de la publicité, du marketing dans l'espace public, mais également dans nos imaginaires. Et puis avoir également des actions sur les volumes d'emballage.
Une deuxième dimension qui est celle de l'opposition entre centralisation et relocalisation. Pour nous, voilà, la sobriété passe en très grande partie par la relocalisation d'un certain nombre d'activités, par l'acquisition d'une autonomie des territoires, donc que ce soit une autonomie énergétique ou une autonomie alimentaire, vraiment faire en sorte que chaque personne puisse trouver à proximité de chez elle de quoi se nourrir, de quoi travailler, de quoi se chauffer, etc., etc. Enfin, vraiment repenser l'aménagement du territoire avec des distances courtes. Et ça pose également toute la question de ces nouveaux modes de consommation liés au circuit court, à l'approvisionnement local. Une troisième dimension, donc, qui est celle de travail salarié et activité gratuite, où là, voilà, on pose également avec la sobriété la question de la place du travail dans nos sociétés, de la place également du temps qu'on peut accorder à un travail salarié, et de toutes ces dimensions également entre guillemets, de travail et d'engagement qui sont aussi extrêmement productrices de richesse, que ce soit l'économie contributive, le bénévolat en association, toutes les pratiques liées à l'économie sociale et solidaire, à l'autoproduction, et comment par la sobriété on essaye de remettre en avant ces dimensions-là. Une autre dimension qui est celle de la propriété et des services partagés. La sobriété réinterroge aussi cette grande thématique qui est celle de la propriété. Voilà, avec des expériences comme l'a cité Stéphane précédemment, de mutualisation des équipements, des espaces, de partage des habitats, d'économie de la fonctionnalité, on réinterroge aussi la place de la propriété privée dans notre société. Une autre dimension qui nous paraît également importante, c'est celle de la vitesse, là aussi très liée à la question du temps. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans une société qui va extrêmement vite, et qui va notamment extrêmement vite parce qu'elle repose sur des ressources énergétiques qui permettent cette vitesse-là. Et donc, du coup, la sobriété réinterroge aussi cette place de la vitesse et cette question du temps. Donc, quand on parle de la question de la vitesse, c'est bien sûr lié aux questions de mobilité, avec voilà, un besoin de promouvoir les modes doux, les transports en commun, de travailler sur la ville des courtes distances, mais également de décloisonner certains territoires ruraux. C'est aussi la question, voilà, la dimension des équipements automobiles, la question aussi du ralentissement des rythmes de vie. Comment la sobriété peut amener une forme de décélération dans nos sociétés. Et puis une dernière dimension, donc, qui est celle de l'artificialité, adéquation, nature-culture. L'idée derrière cet axe-là, c'est vraiment de retrouver un lien avec la nature qu'on a perdu ces dernières décennies, que ce soit par voilà, une alimentation biologique moins transformée, un retour à l'éducation à l'environnement, une réappropriation finalement de son environnement et de la matérialité de son environnement pour en créer des liens avec celui-ci. Dans les scénarios de virage énergie, on a émis plusieurs hypothèses de possibles pour la société des Hauts-de-France, mais ça va au-delà de ça, ça va aussi au niveau de la société nationale, pour essayer de voir, voilà, en fonction de ces différents scénarios, à quel point la sobriété pouvait être quelque chose accepté ou non. Donc, on a créé 3 scénarios. Donc, le premier qui est celui de la société fragmentée, qui est somme toute assez semblable à la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle en France, avec voilà, fracture sociale, de la défiance, de l'austérité, de l'exclusion économique, peu de pratiques de sobriété finalement. Alors, une sobriété subie par une grande partie de la population, et notamment une partie de la population qui est en précarité énergétique, mais finalement assez peu de pratiques de sobriété appliquées à l'échelle de la société. Un deuxième scénario qui est celui de transition modérée, où là on s'est pas mal inspiré de ce qui pouvait se faire chez nos voisins, notamment d'Europe du Nord. Donc voilà, avec une évolution progressive des modes de vie vers davantage de comportements vertueux vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de l'énergie. Mais quelques réticences économiques et politiques à mener la transition au niveau auquel elle devrait être. Et enfin, le dernier scénario qui est celui du virage sociétal, où là, il y a un plein engagement des citoyens et des politiques des entreprises vers la transition, avec un fort engagement collectif vers la sobriété, qui passe à l'échelle individuelle, mais également dans les politiques publiques, dans la façon dont on organise notre société, et puis la mise en œuvre massive de solutions techniques
ambitieuses. L'idée de ces scénarios, c'est vraiment d'arriver à se projeter dans une où la sobriété serait une des pierres angulaires. L'idée des scénarios, en fait, elle part aussi du constat de la difficulté qu'on peut avoir à se projeter dans le futur, que ce soit dans un scénario optimiste ou pessimiste. C'est quelque chose qui est pas, c'est un exercice qui est pas évident du tout. Et quand on parle de sobriété, en tout cas une vision positive de la sobriété, on manque également d'imaginaire. Donc, ce qu'on essaye également de faire à Virage Énergie, c'est de collaborer avec des gens comme des architectes, des artistes, des auteurs de science-fiction pour également arriver à se projeter dans cet imaginaire où on nous dit qu'on consommera moins d'énergie. Ce sera le moins. Mais essayer de construire un argumentaire, un récit qui montre que oui, c'est certes moins, mais c'est surtout mieux, c'est un mieux vivre, c'est une meilleure qualité de vie. Et cet exercice-là n'est pas évident parce qu'on est dans un modèle où à l'heure actuelle, on nous dit qu'il faut toujours consommer plus, être dans le plus, aller toujours plus vite pour être heureux, etc. etc. Et à l'heure actuelle, il nous manque justement ces imaginaires et c'est des choses sur lesquelles on travaille. Avant de passer à la troisième partie sur le rôle de la sobriété dans la transition énergétique, je me permets de rappeler que vous pouvez en fait avoir une interaction par le biais du petit icône qu'il y a en bas, qui est QR, qui vous permet en fait de poser des questions et des réponses auxquelles on essaiera de répondre soit durant ce webinaire, soit à l'issue du webinaire. Donc n'hésitez pas à ce moment, il n'y a aucune question à réagir déjà sur ces premiers éléments. Alors, quel rôle pour la sobriété dans la transition énergétique? Je pense que c'est absolument indispensable de remettre la sobriété dans le contexte de l'urgence du défi climatique mondial, où on doit impérativement faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'on doit évidemment développer massivement les énergies renouvelables et sortir des fossiles. On doit évidemment faire appel aux technologies les plus efficaces, les plus performantes, mais on doit faire feu de tout bois et donc aussi faire massivement appel à la sobriété énergétique. On ne peut plus consommer comme on l'a pu faire précédemment. Sinon, vous avez, et selon les scénarios du GIEC, jusqu'en 2015, c'est la trajectoire des émissions de CO2 par an. En rouge, c'est le scénario un peu tendanciel qui nous amène à une trajectoire entre 3,2 et voire même au-delà de 5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et puis, en bleu, vous avez la trajectoire des émissions de CO2 de façon à contenir le réchauffement entre 1 degré et 2 degrés. Clairement, la trajectoire rouge, elle remet finalement sérieusement en question toute vie humaine sur Terre et en premier lieu nos organisations collectives. Et on voit que la trajectoire en bleu suppose évidemment d'une inflexion, un changement radical sur nos émissions de CO2 et ce à l'échelle mondiale. Alors, j'ai évoqué l'efficacité à plusieurs reprises, SWOT, et un rapport très récemment publié par l'Agence internationale de l'énergie soulignait d'ailleurs le ralentissement de rythme d'efficacité énergétique ces dernières années. Alors, l'efficacité est en progrès constant. Et dans notre quotidien, dans nos consommations énergétiques, on a pu déjà en bénéficier. Exemple, les ampoules LED, ou les points d'éclairage plutôt. C'est-à-dire qu'on passait des ampoules dites à filament qui ont été interdites par directive européenne à aujourd'hui des ampoules LED qui sont peu ou prou 10 fois plus efficaces, c'est-à-dire qui consomment à peu près 10 fois moins d'énergie que pour le même flux lumineux que les ampoules à filament. Et si on le consolide au niveau national, passer à des ampoules à basse consommation, c'est à peu près 8 TWh
d'économiser. Des réfrigérateurs de classe A++, qui aujourd'hui consomment à peu près 4 fois moins que des réfrigérateurs d'il y a 15 ans. Néanmoins, et quand on compare, en France, les frigos vendus sont à peu près 30% plus grands que des frigos allemands. Donc, on voit qu'on va avoir des dispositifs qui sont plus efficaces. Cela reste insuffisant parce que ça ne nous permet pas de réduire suffisamment la consommation énergétique de façon notamment à répondre à l'urgence climatique. Et on va le voir, c'est que la réduction de la consommation, elle est en partie effacée par la modification de certains usages. Le frigo qui est plus grand, la voiture qui consomme moins, mais avec un nombre de kilomètres parcourus plus important. Alors, c'est ce qu'on va appeler l'effet rebond. Et ce titre, je vous invite à consulter la publication du laboratoire de l'ESS, qui est ciblé sur la sobriété énergétique et qui a tout un chapitre sur l'effet rebond. L'effet rebond qui peut se décomposer finalement en trois formes. Le premier de revenus. Si je passe à une voiture plus économe, j'aurais tendance à l'utiliser davantage puisqu'elle me coûte moins cher au kilomètre parcouru. L'effet de substitution, je risque d'utiliser sur certains déplacements alors qu'auparavant j'utilisais du transport en commun ou du vélo. Et l'effet de réinvestissement, l'économie finalement obtenue liée à une meilleure efficacité du véhicule et donc des dépenses qui vont être moindres, et bien finalement vont me pousser à réaffecter ce gain vers des usages énergétiques qui peuvent être beaucoup plus coûteux d'un point de vue énergie-climat, le voyage en avion. Donc on voit qu'il peut y avoir de transition énergétique sans maîtrise, sans approche de l'effet rebond. Et une illustration, vous avez sur le graphe ici, alors en gris, c'est donc l'évolution depuis 1960 jusqu'à 2017 des émissions de CO2 liées au transport routier en France, au transport passager en France, où on voit qu'on a une multiplication quasiment par 4 des émissions de CO2. Et ce qu'on constate, c'est que sur les 50 dernières années, bientôt 60 dernières années, l'efficacité des moteurs a grandement augmenté. Les véhicules consomment à peu près 40% de moins. L'intensité carbone de l'énergie, elle aussi, c'est le passage au diesel. Alors, non sans conséquence d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental. Donc, on a un gain. Et puis, parallèlement, on a des véhicules qui sont moins remplis. Et donc, on en revient au levier de sobriété tout à l'heure. Et puis, on a une demande en transport qui a été multipliée par plus de 4,5. Et donc, on voit que l'amélioration, le génie ou l'ingénierie de milliers d'ingénieurs chez les constructeurs automobiles ne contrecarre pas l'évolution de la demande. Et donc, il ne peut pas y avoir, on va dire, réduction des émissions de CO2 sans à la fois l'efficacité d'un point de vue amélioration du système, sans changement aussi des pratiques. Et voilà. Et je vous propose de passer à l'impact possible sur nos consommations énergétiques. Alors, sur la thématique de la mobilité, les propositions de négawatts, c'est la réduction de la vitesse maximale autorisée sur route et autoroute, donc d'abaisser de 130 à 110, comme vient de le faire le gouvernement hollandais. C'est une réduction des distances parcourues
d'ici 2050, avec une réduction surtout de la distance parcourue par passager en avion chaque année. C'est revenir en 2050 au kilométrage parcouru par an et par habitant à celui de 2000. Et puis, c'est un report de la route et de l'aérien vers des modes de transport qui sont plus efficaces, qui sont moins polluants. La question de la qualité de l'air et donc de ses impacts sanitaires, c'est aussi un élément extrêmement important. Voilà. On peut qualifier de co-bénéfice de la transition énergétique. Sobriété, les propositions de sobriété sur le bâtiment et plus particulièrement sur les surfaces bâties, c'est une stabilisation du nombre de personnes par le logement. On a aujourd'hui des phénomènes de décohabitation, donc de moins de personnes par logement, des logements qui sont plus grands. Et donc, c'est évidemment d'encourager le développement de la colocation, de la colocation ou de la cohabitation intergénérationnelle. Il y a des expériences extrêmement enrichissantes notamment portées par Rennes. C'est la diminution de la proportion de maisons individuelles dans la construction neuve, que celles-ci deviennent minoritaires, représentant 20% en 2050, au bénéfice de petits collectifs. Et évidemment, ça va de pair aussi avec la lutte contre à la fois l'étalement urbain et l'artificialisation des sols et une stabilisation de la taille des logements neufs. C'est parallèlement dans le tertiaire l'évolution des surfaces construites adaptées aux besoins et puis, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, la mutualisation, de pousser la mutualisation de certains espaces, buanderies, chambres d'amis, qui concourent évidemment à contribuer à la maîtrise des surfaces bâties tout en répondant aux besoins et aux usages. Et le troisième levier sur les équipements électriques, c'est en termes de maîtrise des consommations donc d'électricité spécifique, avec notamment une substitution d'une partie des congélateurs par des frigos combinés, le retour à un grand téléviseur en moyenne par foyer, sachant qu'aujourd'hui, on a une multiplication des écrans, notamment à travers des tablettes et smartphones, qui sollicitent des ressources type les terres rares, mais qui, d'un point de vue consommation énergétique, à l'usage, sont plus économes. Et puis, c'est l'implantation plus mesurée des écrans dans les espaces publics. C'est évidemment aussi toute la question de la publicité, comme ce qu'évoquait Barbara, sur les vecteurs de consommation et de changement des imaginaires. Et quatrième champ, la sobriété dans l'assiette. Tout à l'heure, j'évoquais que la consommation énergétique vitale, c'était évidemment pour satisfaire les besoins d'alimentation. Donc, il y a tout un travail qui a été mené avec le scénario After 2050, développé par l'association Solagro. Donc, c'est un travail qui a été mené à la fois pour un dialogue avec les chambres d'agriculture, qui est parti aussi de travaux et d'échanges avec des nutritionnistes. Aujourd'hui, quand on fait le bilan, le constat, c'est qu'on a une alimentation qui est trop carnée, une alimentation qui est trop sucrée. Alors, outre une pression sur les surfaces agricoles utiles, on a des conséquences sanitaires qui sont extrêmement importantes. Donc, c'est la réduction des consommations de protéines animales et végétales et surtout la réduction des consommations de viande, à peu près de moitié d'ici 2050, sont déjà, et ce qui est intéressant, des pratiques, le végétarisme ou le flexitarien. Donc, on a déjà une réduction de la consommation de viande de jeunes générations par rapport aux générations plus âgées. Et c'est évidemment la substitution d'une partie des protéines animales par des protéines végétales qui demandent évidemment bien moins de surface agricole et qui répondent à des besoins
alimentaire et qui ont aussi des co-bénéfices d'un point de vue sanitaire. Alors, le scénario, l'impact de la sobriété dans le scénario négawatt. Donc, on a représenté ici en bleu, en pointillé, l'évolution des consommations énergétiques entre 2015 et 2050 par rapport à un scénario tendanciel. Alors, le scénario tendanciel qui globalement représente à peu près l'application, la mise en œuvre des politiques et des mesures déjà existantes dans les différentes lois, où on voit que ce scénario tendanciel ne permet pas de réduire de moitié nos consommations énergétiques à 2050 et de répondre à l'urgence climatique, à la différence du scénario négawatt. Et quand on regarde en détail sur ces nuances de couleurs entre sobriété et efficacité, où on a tout secteur confondu, grosso modo un rapport de 1 pour 2 entre sobriété et efficacité, mais cette pleine complémentarité entre ces deux leviers pour la maîtrise de la demande. Alors, en soulignant que pour l'efficacité, le gros levier de réduction de la demande en énergie est lié à la rénovation énergétique des bâtiments. Alors, côté usage d'énergie, donc on a fait également ce travail d'identification des leviers de sobriété. Donc, on en a identifié 250 dans nos scénarios. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces 250 leviers de sobriété, on les a fait tester par des groupes de travail citoyens. C'est-à-dire qu'on a demandé à une cinquantaine de citoyens de nous dire, selon eux, en termes d'acceptabilité sociale, où est-ce qu'ils plaçaient le curseur en fonction de ces différentes espèces de sobriété énergétique, ce qui nous a permis de construire nos scénarios. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur les différents leviers qui apparaissent à l'écran. Stéphane en a déjà cité beaucoup. Ce qui est intéressant de bien garder en tête, c'est que ça suppose d'avoir différentes échelles d'intervention, d'intervenir aussi bien sur les questions d'agriculture, alimentation, que de mobilité, d'aménagement du territoire, d'habitat, de biens de consommation. C'est vraiment avoir une approche écosystémique, de façon dont on consomme de l'énergie à l'heure actuelle, et puis également de bien faire prendre conscience aux gens que la question énergétique est éminemment politique et sociale. Ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi quelque chose auquel on est confronté chacun dans notre quotidien. Donc vraiment, identifier quels sont ces leviers de sobriété et puis surtout se rendre compte qu'une grande partie de ces leviers sont conditionnés par des politiques publiques, c'est-à-dire des comportements individuels sont également conditionnés par un aménagement du territoire, par des organisations structurelles, des organisations sociétales. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre un coup de projecteur sur ces différentes dimensions. Comme je le disais précédemment, une autre dimension qui nous tient à cœur aussi d'explorer avec cette question de la sobriété énergétique, c'est celle des différentes composantes sociétales. C'est-à-dire que, par exemple, la question des technologies, Stéphane en a un petit peu parlé tout à l'heure, elle se pose. L'idée, c'est pas de dire, on est contre la technologie, c'est de dire, non, la technologie, il faut l'utiliser avec parcimonie, de manière intelligente et pour des activités dont on a vraiment besoin. Idem sur les questions de propriété individuelle. Là aussi, l'idée, c'est pas de dire on abolit la propriété individuelle, c'est d'essayer d'explorer le champ des possibles en termes de partage, de dons, de nouveaux modèles économiques qui pourraient un petit peu chambouler cette question de propriété individuelle. Sur la question de la vitesse, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est comment, par la sobriété, on participe également à un ralentissement de nos sociétés et donc du coup à une amélioration des conditions de vie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un système de société qui va très vite et qui a des impacts sanitaires très, très importants. Et puis la question également du travail, donc du rapport entre les activités non marchandes, l'autoproduction, le développement des solidarités, et la question du temps de travail aussi, et même du temps d'une manière générale, qui nous paraît aussi très importante à explorer. Sur cette slide, vous avez les résultats des différents scénarios de virage énergie à l'horizon 2025 et 2050.
Ce qui est intéressant, c'est que donc, dans le scénario virage sociétal, qui était le scénario le plus volontariste, et ben, on se rend compte qu'on peut arriver à faire moins 73% d'économie d'énergie. Et dans ces moins 73%, il y a 39% qui reposent sur la sobriété énergétique et 34% sur l'efficacité. Donc, c'est une belle illustration aussi de cette complémentarité entre efficacité et sobriété. Et surtout, voilà, de montrer en termes d'argumentaire, d'éléments de réflexion posés dans le débat public que la transition sans la sobriété, finalement, il y a très très peu de chances qu'on y arrive et c'est même sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc, cette question de sobriété doit être impérativement prise en compte. Et ce qui était intéressant, c'est que dans ce scénario de virage énergie qui est sorti en 2016, ce scénario est sorti dans une période où nous, en région, donc à l'époque Nord-Pas-de-Calais, qui était en train de devenir Hauts-de-France, on avait des réflexions sur la troisième révolution industrielle. Donc voilà, grand concept porté par Jérémy Rifkin de couvrir 100% des besoins énergétiques de la population par des améliorations technologiques. Et sans jamais se poser la question de la sobriété en fait. Et les scénarios de virage énergie est venu apporter cette dimension-là, c'est-à-dire de montrer qu'on arrivait au même résultat qu'eux, sauf que nous, on avait pris en compte la sobriété, ce qu'eux n'avaient pas fait, et en démontant aussi l'argumentaire totalement techniciste, technologique, qui était porté par le Conseil régional de l'époque et encore maintenant. Une mention aussi qu'on aime mettre en avant parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément prêt à vouloir discuter de ces questions de transition et il y a peut-être d'autres moyens en fait d'amener à la question de la sobriété sans pour autant utiliser le mot de sobriété et parler directement de transition énergétique. C'est de montrer en quoi la sobriété peut générer des co-bénéfices et elle en génère beaucoup. C'est-à-dire, voilà, on a calculé en région combien d'emplois pouvaient être créés par la sobriété, donc le nombre d'activités qui seraient relocalisées et services de sobriété qui demanderaient très de l'emploi. Des économies financières, hein, bien sûr, puisque l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Pardon. Toute une qualité d'amélioration, tout un panel d'améliorations en termes de qualité de l'air, de l'eau, des sols, qui ont aussi un impact sur l'amélioration de la santé. Et donc, voilà, on a des grosses problématiques en Haute-France, notamment sur la qualité de l'air. Et là, la sobriété vient apporter une vraie solution. La question aussi des qualités d'espace public, de place de la publicité, qui sont aussi très importantes. La question de la biodiversité aussi. Hein, puis souvent, on éloigne un peu des questions énergétiques. Pourtant, voilà, avec la sobriété, on peut boucler la boucle, entre guillemets. Et puis de recréation des liens sociaux, puisque la sobriété implique aussi de l'échange, du partage, que ce soit voilà, de la transmission de connaissances, de savoir-faire, et donc recréer, régénérer à nouveau du lien social entre les personnes, et puis cette question-là du rapport au temps et de décélération aussi qui nous apparaît très importante. Donc, on va passer à la dernière partie sur comment impulser des pratiques plus sobres. Illustration de mesures clés portées et défendues par Négawatt. La première étant d'appliquer le juste prix. On est en ce moment sur le projet de loi de finances 2020. On voit en fait, les leviers, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les mesures d'incitation et de dissuasion. Les mesures et les leviers possibles, à la fois en termes d'exonération de taxes, d'activités qui sont compatibles avec une trajectoire climatique et à contrario, de dissuader avec un signal aussi de long terme sur des activités qui doivent diminuer en intégrant les externalités environnementales. Évidemment, on peut prendre comme illustration la mobilité avec aujourd'hui l'absence de taxes sur le kérosène par rapport au train aujourd'hui qui paye des taxes. Ou le transport en commun où il y a une TVA sur le transport en commun à 10%. Donc, c'est des incitations aussi fiscales, par exemple, encourager la mutualisation des usages, la modularité des espaces, c'est possible hein, au niveau local, en ayant éventuellement des allègements de fiscalité ou des dispenses de fiscalité pendant un certain nombre d'années. C'est en réflexion aujourd'hui hein, sur
allonger la durée de vie légale de garantie, eh bien, de fait, c'est un élément qui permet de lutter contre l'obsolescence programmée. Alors, prendre un exemple combinant sobriété et efficacité, vous avez devant vous, c'est un tableau de gestion de l'éclairage d'une salle de sport de la ville de Lille, où il y a maintenant quelques années, le dispositif d'éclairage avait été entièrement changé, rénové, passant de dispositifs qui étaient énergivores à des dispositifs performants, et avec le constat que globalement, ces salles restaient allumées à la fois toute la journée et d'une part, et dès qu'il y avait des occupations, de l'usage, c'était allumé mode compétition. Or, on n'a pas besoin du même flux lumineux, du même éclairage, suivant que ce soit une compétition, un entraînement ou une occupation journalière. Et on voit à travers ce tableau que pour l'allumage journalier, eh bien, il y a un interrupteur classique. Pour l'allumage entraînement, en fait, il y a besoin d'un badge. Et le badge, ça va être l'entraîneur qui va permettre d'augmenter le flux lumineux. Et que pour l'allumage de compétition, eh bien, le gardien de la salle. Eh bien, on voit travers cette illustration, hein, la combinaison de sobriété et d'efficacité qui permet de mobiliser le plein potentiel de réduction de la demande en énergie. Alors, des émissions profondément inégalitaires, vous avez ici par décile, hein, c'est-à-dire par 10%, le premier décile, celui d'en bas, représentant les ménages, les 10% de ménages les plus modestes, et puis le décile 10, les 10% les plus aisés. Et on a des émissions de CO2, des consommations énergétiques qui sont profondément inégalitaires. On le voit, et c'est un rapport de la Cour des comptes qui est paru très récemment sur le montant des factures et le taux d'effort énergétique selon les revenus des ménages. Alors là, on a à droite, à gauche, Q1, ce sont les 20% des ménages les plus modestes, et à droite, Q5, ce sont les 20% des ménages les plus aisés. On voit que les montants de factures, alors logement et transport, sont moins élevés pour les plus modestes que pour les plus aisés, mais pas du tout dans les rapports de revenus. Et que le taux d'effort aujourd'hui, hein, pour les 20% les plus modestes en France, si on combine ou si on additionne la facture énergétique du logement, la facture énergétique des transports, représente à peu près 16% des revenus, quand pour les 20% les plus aisés, représente plus que 4,5%. Et donc, comme décrit précédemment par Barbara sur le scénario finalement de transition, de sobriété fragmentée, qui est de passer d'une précarité subie à une sobriété choisie et qui soit collective. On a cette donnée, hein, sur la mobilité, hein, aérienne, qui est donnée du ministère. La moitié des déplacements en France en avion sont réalisés par les 20% les plus aisés. Donc c'est côté aussi très profondément inégalitaire de nos consommations énergétiques et d'une précarité pour être à Lille, où on a à peu près 20% des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Donc, la sobriété choisie, c'est aussi, on y reviendra, un projet collectif, un projet beaucoup plus égalitaire que la situation actuelle. Une des autres manières d'impulser des pratiques plus sobres, c'est tout simplement, malheureusement, mais encore de sensibiliser, acculturer à cette question de transition énergétique, en particulier à la question de la sobriété énergétique.
Donc nous, Virage Énergie, on a fait le choix depuis maintenant 3 ans de nous focaliser sur l'accompagnement des territoires justement à l'appréhension de cette question de la sobriété énergétique et à la mise en place de politiques publiques de sobriété énergétique. C'est des choses pour certaines d'entre elles qui faisaient déjà. Je pense notamment toutes les politiques de développement des modes doux, de circuits courts alimentaires, qui sont des politiques qui relèvent de la sobriété énergétique, mais qui jusqu'à présent n'étaient pas présentées comme telles et qui justement être présentées et mises en avant comme des politiques publiques de sobriété. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les structures qui travaillent sur cette question de la sobriété en France sont surtout des structures associatives. C'est Negawatt, c'est Virage Énergie, c'est le Shift Project, c'est le laboratoire de l'ESS. Et à l'heure actuelle, malheureusement, l'ADEME et le ministère de la Transition ne sont pas encore réellement saisis de cette question de la sobriété. Très certainement parce que voilà, c'est une question qui porte sur l'humain, sur le changement de comportement, sur l'acceptabilité sociale et qui est sans doute plus complexe et plus politique surtout à s'approprier que la question de l'efficacité et le développement des énergies renouvelables. Donc voilà, nous on mène depuis maintenant 3 ans un vrai travail de développement d'outils pour acculturer, pour outiller les territoires, donc que ce soit les élus ou les techniciens sur cette question de la sobriété énergétique. On travaille en particulier avec un territoire dans le nord de la France qui est le territoire du Grand Ouaisis, qu'on accompagne dans l'élaboration du volet sobriété de leur plan climat et avec qui on va élaborer un guide pratique des politiques publiques de sobriété énergétique, donc qui sera ensuite largement diffusé et avec qui on a également élaboré un outil pédagogique pour sensibiliser les élus à la question de la sobriété. Donc, ça consiste en un jeu de cartes qui présente une 50aine de politiques publiques de sobriété énergétique qui chacune met en avant les potentiels de sobriété en termes d'économie d'énergie, d'économie de ressources, de réduction des gaz à effet de serre, d'acceptabilité sociale. Et on demande aux élus, aux techniciens qui participent à ces ateliers de choisir 5-6 politiques qui constituent selon eux des priorités à mettre en place au cours du prochain mandat ou dans le cadre du prochain plan climat. C'est un outil qui, comme ça, peut paraître très simple, mais il l'est. Et on a trouvé que finalement, c'était un bon moyen pour sensibiliser des élus à cette question-là, puisqu'on casse un peu le format très descendant de la présentation PowerPoint ou de la réunion publique pour être dans un format plus participatif où justement la parole est peut-être plus libérée et le côté ludique facilite la discussion et la prise de décision. C'est ce qu'a pu montrer également Negawatt, Solagro et Leclerc dans l'utilisation de leur outil pédagogique Destination T-Post. Les retours qui ont été faits aussi, c'est que un jeu finalement est plus efficace qu'un gros guide ou qu'un gros rapport. Une autre question sur laquelle on travaille et qu'on explore pour essayer d'impulser des pratiques plus sobres, c'est la question des paysages. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille avec la chaire Paysage et Énergie de l'École de paysage de Versailles sur cette question des paysages de la sobriété énergétique, en fait, sur la façon dont nos consommations d'énergie et les types d'énergie qu'on utilise impactent nos paysages. Donc sur cette slide, vous avez quelques illustrations de pratiques de sobriété qui impactent directement l'espace public. Donc en haut à gauche, c'est Détroit, bien sûr, avec la réhabilitation de friches industrielles pour en faire des fermes urbaines. L'illustration juste en dessous, c'est les Pays-Bas, où dans les paysages, on peut trouver plusieurs occurrences de moulins à vent et d'éoliennes qui se répondent. Donc là, vraiment, la place du vent comme source d'énergie qui est très forte dans les paysages. Et puis à droite, c'est le Snake, la fameuse autoroute cyclable de Copenhague, qui là aussi témoigne d'un changement de pratique, d'une place plus forte accordée à la bicyclette qu'à la voiture individuelle. L'idée derrière ces questions de paysage, c'est encore une fois d'interroger nos imaginaires. Et puis également, pourquoi pas, de sensibiliser les gens à la question énergétique par ce biais-là. On organise assez régulièrement des balades urbaines en fait, sur le thème de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va sur un territoire, dans un quartier, et on essaye de décrypter avec les gens la place qu'a l'énergie dans l'espace public.
Donc c'est assez simple, hein. Avec le pétrole, on se rend compte que finalement, que ce soit dans les modes de déplacement, mais également dans la façon dont les matériaux sont utilisés, le pétrole est omniprésent. En région Hauts-de-France, on a la chance d'être sur un ancien territoire qui a été pendant très longtemps tourné vers le charbon, qui a entraîné un certain aménagement du territoire. Et à l'heure actuelle, on se rend compte que c'est des modèles de développement du territoire qui sont très problématiques, qui posent beaucoup de problématiques environnementales notamment. Donc voilà, essayer de décrypter tout ça et donc du coup d'amener les gens également à se projeter dans une ville sur un territoire post-carbone et donc sobre par le biais du paysage. Donc on travaille aussi avec des gens comme le collectif Paysage de l'après-pétrole sur comment la définition d'un paysage sobre peut également inciter des territoires à se lancer vers la transition énergétique. Alors, en conclusion de ce webinaire, la sobriété, on peut qualifier notamment de vraiment le lien avec mon dernier propos sur aujourd'hui des consommations profondément inégalitaires, une situation d'ébriété énergétique. Et donc, la sobriété, c'est un projet de société solidaire. En soulignant que la sobriété énergétique suggère en partie des choix individuels, mais c'est bien une vision collective d'un futur désirable pour tous qui permettra de la généraliser. Il ne s'agit pas d'avoir, et les travaux de Virage Énergie l'ont montré, hein, d'une société finalement fragmentée, où une minorité serait dans une sobriété subie et une précarité subie, et puis une majorité qui resterait dans une situation actuelle. La sobriété peut devenir un mode de vie choisi et désirable, et c'est toute l'évolution des normes sociales. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce qui est monté tout dernièrement avec le flyscam, hein, la honte de l'avion, et avec pour conséquence leur développement, le questionnement, le questionnement, et puis le développement aujourd'hui envisagé, ou le redéploiement des trains de nuit, hein, sur les longues distances. Donc on voit que les normes sociales de 2019 ne sont pas les normes sociales de 1980 et ne seront pas les normes sociales de 2050. Et donc, comment il y a une évolution des normes sociales de façon à répondre aux enjeux, notamment à l'urgence climatique, et la sobriété, évidemment, s'inscrit pleinement dans cette redéfinition des normes sociales. La transition énergétique, plus globalement, un projet de société, c'est une nécessité à l'échelle française. C'est évidemment une responsabilité à l'échelle internationale qui dépasse les slogans, et c'est une opportunité aussi économique et sociale de développement d'activités, mais aussi de lutte contre les inégalités sociales. Et ça suppose évidemment une transformation en profondeur de nos modes de production, mais aussi de consommation, alors de consommation énergétique, mais comme ça a été souligné à plusieurs reprises, de nos consommations de biens matériels. Évidemment, tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas demain où apparaîtra un monde sobre, sauf une sobriété qui serait subie, type ce qui a été vécu dans certains pays durant le post-premier choc pétrolier, alors sur des durées assez limitées, mais des choses qui ont été subies, non maîtrisées. Donc, cette transition, elle n'a pas à être brutale, par contre, elle doit être dirigée, et c'est tout l'intérêt de travaux comme Porte Négawatt, c'est d'avoir montré que pour atteindre un objectif, quelle est la trajectoire, et sur cette trajectoire, quelles sont les actions, le plan d'action à mettre en œuvre de façon à atteindre l'objectif. Évidemment, on voit que cette transition énergétique, elle ne peut se réaliser, elle ne peut se mettre en œuvre que si l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des individus, des collectivités,
des entreprises trouve sens et intérêt. Et donc, dans ce cas, on voit que ça devient un réel projet de société. Là, pour poursuivre plus spécifiquement sur le volet sobriété énergétique, il y a je vous renvoie à deux sites, celui de Negawatt avec une brochure de 12 pages qui est spécifique sur la sobriété énergétique dans le scénario Negawatt de 2017, et puis le site de Virage Énergie sur lequel vous pourrez trouver un certain nombre de fiches actions, de fiches thématiques permettant de voir les différents leviers de sobriété énergétique. Alors, il y a une question sur les contrats d'obligation de résultat des prestataires de services énergétiques, où le prestataire s'engage sur des économies d'énergie. C'est possible, dans un autre cadre qui est celui d'élus délégués à la transition énergétique à la ville de Lille, lorsqu'on a renouvelé notre marché de chauffage. Évidemment, il y a des volets d'amélioration de l'efficacité énergétique par des changements de chaudière, par des changements d'émetteurs, par des améliorations des réseaux de distribution. Mais vu que c'est un travail qui est mené depuis des années, voire des décennies, les gains, on arrive presque à la fin de l'histoire, sur la fin de l'exploitation du potentiel, sur l'efficacité, en tout cas en termes de dispositifs de chauffage, pas de rénovation du bâtiment, de dispositifs de chauffage. Et donc, on a mis en place un dispositif intitulé Correspondant énergie, qui s'apparente peu ou prou au défi famille à énergie positive, c'est-à-dire qu'il y a un animateur, aujourd'hui ça concerne 40 bâtiments, et il y a un animateur autour de pour ces 40 bâtiments, et dans chaque bâtiment, il y a un référent qui, ce référent, en fait, relève les consommations énergétiques, les affiche à l'entrée, échange avec les agents de la ville, ses collègues. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça fait maintenant 4 ans que le dispositif est mis en place, et chaque année, alors ça nous a permis des gains jusqu'à à peu près 100 000 euros les premières années, et aujourd'hui, si on prend notamment lié à l'augmentation du coût unitaire de l'énergie, ça nous a permis en fait de maîtriser notre facture énergétique. Voilà, donc c'est dans les marchés publics, dans les contrats avec des prestataires de fourniture, d'ailleurs de services à l'énergie, il est bien évidemment possible, je veux dire même, il est absolument incontournable, puisque on a, sauf avec des installations qui seraient hors d'âge, sinon, quand on passe d'une chaudière d'un rendement de 90 à 95%, on voit que le delta devient, le gain devient assez faible. Et donc, le levier qui, jusqu'à présent, a été assez peu mobilisé, qui est celui de sobriété, qui est évidemment à mobiliser et qui nécessite, par contre, des profils, des compétences et des organisations différentes, puisque ce sont plutôt des personnes qui vont être dans construire sur de l'animation pour de l'émulation entre les différentes équipes. J'espère avoir répondu à la question. Et alors, sur la mobilité, comment les constructeurs financent l'innovation liée à la recherche d'efficacité s'ils vendent moins de véhicules? C'est aussi un changement de modèle. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles font face au défi
c'est-à-dire les constructeurs, ou plutôt la filière dans son intégralité, fait face au défi de l'électrification, hein, et qui est nettement moins intensive en emploi, à la fois à la construction, mais aussi à la maintenance, puisqu'il y a nettement moins de pièces, moins d'usure. Donc, c'est évidemment toute l'écosystème mobilité, plutôt que juste constructeur automobile, c'est l'écosystème mobilité qui doit être pensé dans sa chaîne de façon à répondre aux usages. Aujourd'hui, vous avez sur un certain nombre de territoires, hein, des systèmes en autopartage qui sont proposés, et vous avez des constructeurs qui sont partenaires de ces dispositifs. Donc, je pense que c'est moins la question du constructeur avec une chaîne de production avec le maximum de produits vendus que finalement un contributeur à une mobilité durable. Et cette mobilité durable, évidemment, elle n'est plus fossile, puisque le Négawatt porte, hein, et défend à la fois évidemment du report vers des mobilités actives et en termes de part d'utilisation de la voiture, qui est, on va dire, moins individuelle mais plus partagée, de changement de vecteur énergétique, de passer donc des carburants fossiles à de l'électrique et à du gaz renouvelable obtenu par méthanisation et du gaz de synthèse. Mais là, je vous renvoie plus globalement au scénario Négawatt dans sa globalité. Dans le secteur de l'automobile, ce qu'il faut voir aussi, hein, c'est la place que peut avoir le marketing et la publicité par rapport à ces objectifs de transition. Hein. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les voitures qui se vendent le plus en France depuis quelques années, c'est les SUV. Qu'on peut en fait avoir des messages publicitaires qui vont totalement à l'encontre de la réalité écologique et matérielle de la voiture qui est vendue. En fait, quand vous achetez une voiture, vous n'achetez pas une voiture, vous achetez une expérience. Vous êtes un explorateur urbain. Voilà, toutes les publicités pour les voitures qu'on voit dans la presse ou à la télé, c'est toujours ça. Hein. Donc là aussi, il y a un vrai défi. Et je pense que le Dieselgate a aussi permis ça. Peut-être que les gens se rendent compte que ce qu'on nous vendait, ces très belles voitures qui, en plus, soi-disant, consomment peu, en fait, on nous ment et il peut y avoir des fraudes pour cacher les émissions réelles de ces véhicules. Donc, je pense qu'il y a certains constructeurs qui ont compris ça, peut-être pas tous. Et l'enjeu de l'électrification, il est celui-là aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on nous vend l'électrification comme la solution ultime. Si demain, en fait, on passait toutes les voitures thermiques de France à l'électrique, ça ne résoudrait pas le problème parce que de toute façon, il faudrait produire l'électricité suffisante pour alimenter ces voitures-là. Et ça ne répond pas à la question de la place de l'automobile dans la ville, les questions d'espace public, les questions de sobriété, tout simplement, parce que la sobriété, c'est développer les modes doux, les transports en commun, et pas passer toutes les voitures individuelles thermiques à l'électrique. Une illustration, hein, aujourd'hui d'ébriété énergétique qui est, là d'ailleurs, a fait les titres de la presse, c'est que les gains en termes d'émissions de gaz à effet de serre obtenus par le développement du véhicule électrique ont été 5 fois moindres que le développement des SUV. C'est-à-dire les SUV ont amené des émissions de CO2 5 fois plus importantes que les émissions évitées par les véhicules électriques. Et donc, on voit que c'est pas c'est bien un questionnement sur la taille des véhicules, sur leur consommation qui doit être posé. Et pour terminer sur l'électromobilité, ce qui est en fort développement, hein, je pense notamment aux Pays-Bas, où les vélos assistance électrique, qui sont une forme d'électromobilité, et peut-être la forme d'électromobilité la plus sobre, eh bien, les vélos à assistance électrique, aujourd'hui, représentent plus de la moitié des ventes de vélos, ce qui permet à la fois de remettre en selle des personnes, notamment personnes un peu plus âgées, qui peut, sur certains territoires qui peuvent être vallonnés, permettre
d'avoir une pratique du vélo au quotidien, et puis d'aller chercher des personnes sur des trajets, notamment du domicile-travail, au-delà des quelques kilomètres aujourd'hui parcourus par des cyclistes au quotidien. On passe 5 minutes. Y a-t-il d'autres questions? Sur le temps de travail. Le temps de travail. Alors, on a une question. Donc, pourriez-vous préciser comment vous abordez la question du temps de travail? Est-ce une évaluation des impacts liés à chaque scénario et notamment avec les collectivités que vous accompagnez? Alors, sur le temps de travail, de mémoire, on avait fait quelques hypothèses, donc à semaine de 30 heures, semaine de 20 heures. On n'avait pas été très radicaux. Mais on les avait en fait quand même fait tourner dans le modèle Virage Énergie pour voir l'impact notamment que ça pouvait avoir en termes de répartition des postes, mais également en termes de temps qui était dégagé pour des activités d'autoproduction, que ce soit alimentaire ou que ce soit de réparation, je sais pas, faire son produit vaisselle, faire sa lessive, ce genre de choses. Et donc, est-ce que tu peux me remettre juste la question? Et donc voilà, on l'avait abordé comme ça. Avec les territoires qu'on accompagne, la difficulté, c'est que la question du temps de travail, elle suppose une réflexion à l'échelle nationale et qu'à l'échelle locale, c'est difficile, c'est même pas possible de décider d'un coup de passer à 30 heures, à 25 heures, à 20 heures. C'est à mon sens un débat de société qu'il faut qu'on continue à avoir. Il y avait un candidat aux précédentes présidentielles qui avait cette idée-là très marquée dans son programme, qui était Benoît Hamon, pour ne pas le citer, et qui était quelque chose qui est peut-être arrivé, entre guillemets, trop tôt. Les gens n'étaient peut-être pas prêts à avoir cette discussion-là sur la question du temps de travail. Ou en tout cas, le débat n'a pas été posé correctement et les espaces médiatiques et publics pour cette question-là n'existait pas forcément. En complément, tout à l'heure, je parlais de pays qui, en 1974, ont fait face à un tarissement de l'offre énergétique qui était pétrolière. Pour prendre l'exemple du Pays-Bas, mais il y a aussi l'exemple le cas du Royaume-Uni qui en fait simultanément connaît une grève des mineurs pour les mines de charbon et donc se retrouve dans un étau énergétique important et décision est prise par le gouvernement de réduire très fortement le temps de travail, de passer de mémoire, c'est une semaine de 3 jours pendant comme ça quelques mois. Et donc voilà, on voit cette réponse. Alors on est de nouveau là sur des systèmes contraints. Ce qui est intéressant, c'est plutôt que sous la contrainte ou sous la menace, puisque là on était dans un contexte à la fois de conflit syndical majeur, national et géopolitique, eh bien, c'est d'avoir en fait cette projection de long terme et cette feuille de route qui permet aussi d'éviter ou tout de moins de desserrer des contraintes possibles à venir. Un autre exemple qu'on peut avoir, c'est par exemple quelque chose qu'on avait porté au sein de Virage Énergie, c'est qu'à Lille, il y a un projet qui est en cours depuis maintenant quelques années de doublement d'une des lignes de métro, qui est notamment une ligne en fait, qui dessert des universités. Et à un moment, s'était posé la question, notamment avec la métropole européenne de Lille, qui avait une petite cellule qui constituait un bureau des temps, que de doubler la capacité en fait, des lignes de métro avec des travaux qui maintenant durent depuis des années et des années, de demander aux recteurs d'université de faire commencer les étudiants 1 heure plus tard, afin de lisser en fait, les pics de fréquentation des transports. Qui là, typiquement, on est dans une mesure de sobriété, c'est-à-dire que ça va être un changement organisationnel
du temps voilà, de démarrage des cours à 9 h au lieu de 8 h, qui va permettre de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun et qui, du coup, va rendre non pertinente la proposition de doubler les rames de métro. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais cette question du temps qu'on traitait peut-être plus dans les années 2000, les bureaux des temps, voilà, il y a plusieurs collectivités qui sont dotées de ces outils-là dans les années 2000, c'est un peu périclité. Et malheureusement, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait remettre au bout du jour et une question qu'il faut qu'on se repose dans les débats parce que cette question du temps, elle est vraiment centrale. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous propose de clore ce webinaire en espérant avoir répondu à vos questions, éclairé sur ce qu'était la sobriété énergétique, ses champs, ses leviers, et en réitérant les remerciements quant à votre soutien de l'association Négawatt. Merci, au revoir.